Et nous retrouvons à présent l'histoire des Juifs de France, un nouveau numéro présenté par Christophe Dard. Et au sommaire de ce nouveau numéro, nous vous proposons la suite de notre portrait consacré à la chanteuse Renée Lebas. Nous avons déjà parlé de ses débuts à la fin des années 1930, mais alors qu'une grande carrière l'attend, elle est stoppée net par la guerre, contrainte de s'exiler en zone dite libre. Puis en Suisse, sa petite sœur et son père sont déportés à la suite de la rafle du Veldiv en 1942. Nous avons aussi abordé, Christophe, le retour de Renée Lebas en France à la Libération, et qui va bien s'entourer pour revenir sur le devant de la scène. Et oui, elle travaille en effet avec le compositeur Émile Stern, qui comme elle est né à Paris de parents roumains et qui, après une formation classique, s'est tourné vers le jazz dans les années 30 et avec le parolier Eddy Marnay, de son vrai nom Edmond Bakri, un juif algérien qui était arrivé quelques années plus tôt, en 1937 à Paris et qui voulait être chanteur au départ. Ils ont notamment écrit et composé la chanson Tire, tire l'aiguille en 1952, inspirée du folklore ashkénaze et qui renvoie directement à l'enfance de Renée Lebas, puisqu'à la maison, sa famille parlait yiddish. Son père était tailleur et sa mère couturière. Et oui, une chanson de circonstance. Et on retrouve un duo, ce même duo Stern-Marnay, qui écrit cette fois, et ça c'est une chanson très importante, en 1956, le titre La Fontaine endormie, car Ilana, c'est la première fois qu'une chanson parle de la Shoah en France. Si jamais tu te promènes un jour dans les rues de Varsovie, tu pourrais peut-être faire un tour du côté de mes amours. Tu verras tout au fond d'une cour, près d'un mur où s'arrête ma vie, une fontaine endormie. Et on retrouve toujours ce son un petit peu comme ça, ashkénaze, yiddish. On retrouve vraiment cette musique assez particulière, La Fontaine endormie par Renée Lebas. Il faut prendre le temps d'écouter cette très belle chanson, d'autant plus magnifique quand on sait que son père et sa sœur ont été déportés. Donc la force de cette chanson, en plus, est qu'elle n'évoque pas explicitement la Shoah, mais parle de l'absence, mais avec une dignité et une pudeur qui forcent le respect. Et oui, et j'ajoute d'ailleurs pour la petite histoire que le duo Émile Stern et Eddy Marnay va faire des étincelles, car à eux deux, ils sont à l'origine de plusieurs succès de la chanson française. Il y a Ballade irlandaise pour Bourvil, Yvan Boris et moi pour Marie Laforêt, Patchouli Chinchilla pour Régine, ou bien encore Un jour un enfant pour Frida Bocara, qui avait été Grand Prix de l'Eurovision 1969. Et ces deux-là vont travailler jusqu'au début des années 80 avec un nombre important d'artistes, Marcel Amont, Michel Arnaud, qui contribuera à lancer la carrière de Serge Gainsbourg beaucoup plus tard, mais aussi Serge Lama ou bien encore Lucienne Delille, Dalida et Nana Mouskouri. Dans les années 50, Renée Lebas est toujours en haut de l'affiche, même si elle est beaucoup moins populaire qu'Édith Piaf, qui d'ailleurs interdit aux paroliers de donner des textes à Renée Lebas. Oui, c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler quand même au passage qu'Édith Piaf n'était absolument pas sympathique, en dépit de l'espèce de légende un petit peu autour d'elle, mais ça c'est une autre histoire. Dans cette décennie, Renée Lebas chante des textes de ses amis, Francis Lemarque, on a déjà parlé de lui, qui va lui offrir le titre Le Temps du Muguet, adaptation du folklore russe, ou encore le poète Francis Carco, et également Boris Vian, deux interprètes aussi encore inconnus, qui vont d'une certaine manière donner leur texte à Renée Lebas. Je pense à Charles Aznavour et à Jacques Brel, notamment avec la valse à mi-temps. Et puis quand même, Renée Lebas, c'est aussi la première à enregistrer un texte de Léo Ferré. Bref, elle reste à la fois dans un répertoire d'avant-guerre, les refrains sont faciles, entraînants, mais elle se met donc à la mode de l'époque de l'après-guerre en chantant des textes d'auteurs estampillés rive gauche. Et c'est donc important de souligner que Renée Lebas avait finalement un répertoire très large. Elle va également interpréter sa version en français de l'Hatikva, l'hymne national israélien que nos plus fidèles auditeurs connaissent bien, puisque les quelques notes de ce titre ont ouvert l'antenne de Radio J. Et oui, rappelons que le texte en fait a été écrit au départ en Galicie. Alors, la Galicie, c'est en Autriche-Hongrie à l'époque. Aujourd'hui, on dira en Ukraine. En 1878, par un poète juif, Naftali Herz Humbert, sous le titre Notre Espoir. Et pour la musique, elle a été adaptée quelques années plus tard, en 1888, par Samuel Cohen, musicien moldave qui avait émigré quelques années plus tôt en Terre Sainte, alors sous domination ottomane, plus précisément à Rishon LeZion. Mais la musique que Samuel Cohen met sur les paroles de Humbert est d'après une mélodie populaire en Moldavie et d'origine roumaine, voire selon des spécialistes, un air qui vient d'une prière des juifs séfarades d'Espagne au XVe siècle. Oui, en gros, on ne sait pas trop précisément d'où vient cet air si reconnaissable et très beau d'ailleurs. En tout cas, on sait qu'elle n'est pas inspirée de la Moldo, le poème symphonique du compositeur tchèque Smetana,
Alors appelée Tikvatenu, la chanson a été chantée collectivement pour la première fois en 1901 au 5e congrès sioniste de Bâle et puis des années plus tard, en 1933, au 18e congrès sioniste de la Tikva, l'espoir est officiellement choisi comme hymne de l'organisation sioniste. Elle est également chantée lors de l'ouverture de la cérémonie de déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948 et donc, quelques années plus tard, René Lebas propose sa version en français sur des paroles d'Henri Lemarchand et des orchestrations, et oui, on le retrouve, d'Émile Stern. Garde l'espérance, un autre temps viendra, ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort, en silence, résiste et sois fort. Souvenir, ça me quand on rappelle entend beaucoup de cette souvenirs. chanson, Garde l'espérance par René Lebas. Moi, je lancerais bien une pétition pour qu'on la remette de temps en temps sur Internet. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est un engagement que je prends. Peut-être que je serai tout seul, je sais pas. Ce n'est que depuis 2004, pour la petite histoire, que la Hatikva est officiellement devenue l'hymne national israélien. René Lebas a également été la première interprète de l'une des chansons françaises les plus célèbres au monde, La Mer de Charles Trenet. Au départ, un texte écrit en 20 minutes par Charles Trenet en 1943 dans un train qui se rend de Montpellier à Perpignan, inspiré par le paysage qui défile. Mais Charles Trenet, pas très inspiré pour le coup, est convaincu que la chanson n'est pas bonne. Alors, il la met de côté, il la propose à une chanteuse de l'époque, Suzy Solidor. Elle aussi n'en veut pas. La chanson reste dans un tiroir et c'est à la fin de l'année 1945 que René Lebas va du coup être la première interprète de cette chanson mondialement célèbre, La Mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants. La Mer par René Lebas. En 1963, à seulement 46 ans et en pleine gloire, elle met soudainement un terme à sa carrière de chanteuse. Elle dira plus tard avec une jolie formule « La chanson est tombée de moi comme un fruit trop mûr tombe de l'arbre ». Et dira aussi qu'elle était trop vieille pour interpréter des chansons d'amour. Le hasard est qu'elle arrête de chanter la même année que la mort d'Edith Piaf, alors que sa carrière était finalement, donc on l'a vu, assez liée à la sienne. Et oui, René Lebas qui se tourne du coup vers une deuxième carrière, la production de chanteurs et de musiciens, notamment Régine. Et oui, c'est elle qui va la pousser au début des années 60 à devenir interprète, alors que celle qui s'appelle de son vrai nom Regina Zilbergerg gère depuis déjà plusieurs années des nightclubs qui lui vaudront le surnom de Reine de la Nuit. Et puis René Lebas a bien dû raison, car Régine aura beaucoup de succès dans la chanson grâce bien sûr notamment à Serge Gainsbourg. Et puis c'est aussi René Lebas qui découvre et qui va lancer la carrière de Serge Lama. Ouais, elle va même jusqu'à organiser un grand concert pour soutenir l'artiste lorsqu'il est victime d'un très grave accident de voiture en 1965, au cours duquel était décédée d'ailleurs notamment la pianiste de Barbara. René Lebas se lance aussi dans la production et la distribution de dessins animés, dont le fameux Manège enchanté avec Pollux. Pollux Oui. qu'on embrasse. René Lebas tente de revenir à la chanson dans les années 90, mais sans succès malheureusement. Elle meurt en 2009 à l'âge de 92 ans et repose au cimetière de Montparnasse. Une esplanade à son nom a été inaugurée d'ailleurs en 2014 dans son arrondissement de naissance, le 11e. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait très complet de René Lebas en 2 parties. L'histoire des Juifs de France, vous le savez, c'est tous les jours sur Radio J.